J'accueille maintenant Jack Lang. Jack Lang, François Dufour, Hénin Jobova, Jean-Marie Bigard. Jack Lang, bonsoir, merci d'être avec nous. Je vais faire un portrait en creux de vous. Jack Lang, vous ne portez pas de cravate, vous n'êtes pas énarque, vous n'êtes pas ministre de la Culture, ni de l'Éducation nationale, vous n'êtes pas mouillé dans un scandale, vous n'êtes pas dénué de charme, vous n'avez pas voté socialiste au deuxième tour des présidentielles, vous n'avez pas inventé la fête des mères, mais la fête de la musique et la technoparade. Et la technoparade, c'était cet après-midi. Stop, voilà. C'est la technoparade de Jack Lang, c'est encore plus chiant que la fête des mères. C'est absolument insupportable. Voilà. Merci. Donc, plus sérieusement, Jack, vous n'êtes pas ministre. On dit que vous êtes très malheureux quand vous n'êtes pas ministre. Est-ce que c'est vrai? Ai-je une tête de malheureux? Non. Pas ministre, ça veut dire quand même pas de chauffeur, pas de secrétaire. Dire que votre femme a été obligée de se remettre à la dactylographie? Non. Non? Non. Alors, je sais pas moi, il y a un bouquin qui est sorti l'année dernière, écrit, vous le connaissez ce bouquin, de Jean-François Mondeau. Oui. Ça s'appelle Petite chronique d'un grand ministère, chez Flammarion, sorti en mars 2002. C'est pas très méchant, hein, c'est un livre sur vous, mais pas très méchant. En fait, c'est vrai quand même que, en lisant ce bouquin, on voit que vous preniez quand même un certain plaisir à être ministre. Il raconte par exemple vos arrivées dans une conférence de presse. Alors, il explique la mise en scène d'une arrivée de Jack Lang quand même, légèrement en retard, chemise rose des grandes occasions, accompagné d'une trentaine de personnes. Est-ce que... Quoi? Non, mais s'il le raconte, c'est que c'est peut-être pas faux. Alors, vous n'êtes pas ministre aujourd'hui, Jack Lang, à cause de l'échec, évidemment, de Lionel Jospin au premier tour. Vous pensez quoi du retrait de Jospin de la vie politique au soir du premier tour? Je dirais que, quoi qu'on puisse en penser sur le plan politique, c'est une décision qui ne manquait pas de dignité et de noblesse. Et par ailleurs, elle était conforme à ce qu'il avait toujours dit. Il avait dit, si je ne réussit pas l'élection présidentielle, je quitterai la vie politique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen? Il y a quelqu'un qui a dit, et j'avais bien aimé cette phrase, de dire aussi, moi c'est ce que j'ai un peu ressenti, quand le bateau coule, c'est pas au capitaine de se barrer le premier, quoi. Oui, on peut dire ça, et en même temps, je répète, il avait clairement dit à chacun d'entre nous, et puis à l'ensemble de l'opinion, s'il advient que je ne suis pas élu à l'élection présidentielle, je me retirerai. Mais elle l'a fait vite, quoi. Mais il a été écarté du deuxième tour, il s'est retiré. En tout cas, il ne vous a pas beaucoup utilisé pendant la campagne présidentielle, Lionel Jospin. Ce qui était une erreur, non? Enfin, moi, je ne me ferai rien dire de désagréable à l'égard d'un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, même s'il est arrivé parfois que nous ne soyons pas toujours en accord. Moi, je me souviens de ce qu'il disait à l'époque. Donc, Jack Lang, vous êtes ici pour la sortie d'un livre chez Perrin qui s'appelle Laurent le Magnifique. Alors, le choix de Laurent de Médicis n'est pas innocent, puisque c'est le premier à avoir fait de l'art une ambition politique. Croyez-vous, Jack Lang, que l'art soit la dernière utopie? Je crois que c'est un des besoins essentiels de l'être humain, ce besoin de beauté. Alors, au XVe siècle, l'art était dans la tête des gens. Ils vivaient avec l'art sous les yeux. C'était une cité, celle de Florence, entièrement transfigurée par l'art. C'est un idéal qu'on peut tenter aujourd'hui de réaliser, mais disons que lorsque l'on quitte le XVe siècle, le Quattrocento, comme disent les Italiens, et que l'on revient sur Terre, ici en Europe, j'allais dire parfois on tombe de haut. Vous dites dans votre bouquin, la politique de Laurent de Médicis visait l'impossible, c'est pourquoi il vit toujours. Mais je crois que la politique n'a de sens,
à mes yeux, que si elle vise toujours l'impossible. Lorsque José Bové, qui n'est pas qui est engagé civiquement, se bat contre des groupes multinationaux, c'est apparemment un combat inégal, David contre Goliath. Et en même temps, il faut toujours se fixer des ambitions, des horizons qui sont apparemment inaccessibles et qui finissent par être atteints si on se bagarre. Sauf que José Bové, vous ne pensez pas, vous, que l'art soit la dernière utopie en politique? La cabane, peut-être Je ne sais pas si c'est en politique, mais je pense que dans la vie, effectivement, l'art, c'est quelque chose. Alors, Jack Lang dit qu'il embellit. Moi, je pense aussi qu'il est aussi une des manières de porter la contestation de la manière la plus haute. J'aurais envie aussi, comme je suis avec Jack Lang, de le remercier parce que les 2 fois où je suis allé en prison, Jack Lang a téléphoné à la Confédération paysanne, a téléphoné à Attac pour dire qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux être d'un quelconque soutien. Donc j'ai envie de le saluer ici parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui ont accompli ce geste et je trouve que c'est très bien. Et ça, vous savez, il y a un truc chez Mitterrand et ses amis, c'est qu'ils soutiennent leurs copains, ça c'est sûr, même en prison. Vous auriez aimé être un prince de la Renaissance, Jack? Je suis tellement heureux de vivre cette époque que je ne parviens pas à imaginer vivre dans une autre. Mais c'est vrai que cette petite cité de Florence, c'est un miracle. Quelques milliers d'habitants, cette cité qui n'a même pas d'accès à la mer, devient pendant presque un siècle le lieu de tous les miracles. L'âge d'or des temps modernes a surgi à ce moment-là. Songez qu'à l'époque où vit Laurent le Magnifique, c'est Verrocchio, c'est Botticelli, c'est à l'atelier de Verrocchio le jeune Léonard de Vinci, c'est le jeune Michel-Ange, c'est toute cette effervescence, cette efflorescence. Alors vous avez eu le coup de foudre pour la Toscane à l'âge de 15 ans et vous avez été pris d'un amour fou pour cette région, pour Florence et sa région, lors d'un voyage en 86 avec François Mitterrand. Pour vous dire la vérité, quand j'ai entrepris mon premier voyage en Italie, adolescent, à 15 ans, Florence ne m'a pas immédiatement séduit. Je n'étais pas en harmonie immédiate avec l'architecture, avec l'ordonnancement de la cité. Et c'est vrai que Mitterrand m'a aidé à mieux comprendre cette ville, ses trésors, son histoire et sa culture. Alors quand on lit votre bouquin, on pense beaucoup à Mitterrand, d'abord parce qu'on l'appelait le Florentin lui aussi. Il était savant, comme Pic de la Mirandole, qui vivait à l'époque de Laurent de Médicis. Il était machiavélique, comme Machiavel, qui vivait à l'époque de Laurent de Médicis aussi. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que vous dites. Et à propos de Machiavel en particulier, on nous a appris tout cela dans les cours d'histoire ou dans les facultés. Machiavel n'était pas machiavélique. C'était le premier politologue, comme on dit aujourd'hui. Il a analysé aussi objectivement que possible les mécanismes du pouvoir, qui parfois ne sont pas toujours sympathiques. Alors, Mitterrand, comme Laurent de Médicis, a voulu faire de sa mort un chef-d'œuvre d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on voit bien autour, vous commencez votre bouquin comme ça, au moment de la mort de Laurent de Médicis, il y a des mages avec des potions qui rôdent un peu comme ça autour du prince, un peu comme Mitterrand avec le docteur Gubler, non? Là, vous transposez trop. Vous voulez absolument tout rapporter à la période contemporaine. Non, mais vous êtes intéressé par Laurent de Médicis et par Mitterrand, c'est pas complètement saugrenu de les rapprocher dans un livre. Ce n'est pas saugrenu, non. Sauf que dans le cas de Laurent, cette mise en scène de la mort, c'était une manière pour Laurent d'assurer la continuité de la dynastie et d'introduire par conséquent la succession. François Mitterrand n'avait pas cette préoccupation. Non. En fait, Jack Lang, vous êtes assez fasciné finalement par les monarques éclairés, non? Je préfère un monarque éclairé qui ouvre la voie de l'humanisme, comme ça a été le cas au XVe siècle, à un monarque autocrate et sanguinaire, oui. Je me demande si vous n'êtes pas monarchiste. Secrètement, comme Mitterrand, secrètement. Pour vous dire la vérité, secrètement, non. Moi, je n'ai rien contre les monarchies constitutionnelles. Bien entendu. Regardez autour de nous, les Pays-Bas, l'Angleterre, le Danemark, la Norvège, sont des pays ultra-démocratiques. Alors, l'utopie artistique, justement, de Laurent de Médicis, c'est aux antipodes de l'art du possible de M. Raffarin. Vous devez être très malheureux aujourd'hui dans la France de 2002, non? Là où je ne suis pas d'accord, c'est de constater que
au moment même où on décide d'augmenter de 6 ou 7% les crédits militaires et de construire un porte-avions qui probablement, comme tous les autres, sera aussi coûteux qu'inutile, je trouve un peu fâcheux que l'on supprime l'année prochaine 10 000 postes dans l'enseignement. C'est-à-dire pour préparer l'avenir des enfants, pour préparer l'avenir des jeunes. Et pour moi, c'est incompréhensible. Vous n'êtes pas très France d'en bas, hein. Cette expression, la France d'en bas, est une expression que je trouve méprisante. Jean-Marie, vous êtes France d'en bas, vous? Moi, je trouve qu'il y a un sujet dont on ne s'occupe pas, qui est avant l'école, c'est la déliquescence de la famille. J'en parle d'ailleurs dans mon spectacle. À chaque fois. Il faut vous lire, on va faire un nouveau spectacle. Pour moi, tous les maux de la terre viennent de la déliquescence de la famille. Je dis que les animaux s'occupent de leurs enfants comme ils le faisaient il y a 3000 ans, puis nous, on a cessé de s'en occuper. Donc, quand des gosses arrivent à l'école, la violence et tout ce qui se passe dans les banlieues, à l'école et partout, vient du fait qu'un gosse qui dit merde à sa mère ou qui dit je t'emmerde à son père, c'est pas le prof ou l'instit qui va s'en occuper, surtout par paquet de 28, c'est pas lui qui va régler le problème. Donc je crois que moi j'essaierai d'inciter les parents à s'occuper à nouveau des enfants. Et là je parle pas d'il y a 3, 4, 5 ou 6 ans, je parle que depuis à peu près une cinquantaine d'années, on dit carrément, t'as vu, les spécialistes, le Toubib dit, mais vous savez, vous avez votre vie, laissez-le pleurer, il n'y a pas de problème, vous devez aller travailler, tout machin. Maintenant, un gosse voit sa mère 2 heures par jour, entre la nounou, la crèche, le machin. Ça, c'est pas bon. Les spécialistes du monde entier disent que la meilleure maman sur la planète, en ce moment, c'est la maman africaine. C'est pourquoi? Parce que son bébé, elle l'a dans le ventre, elle l'a sur le ventre après, au sein, et quand elle travaille, elle l'a sur le dos. Si tu veux, elle quitte pas son enfant. En résumé, elle s'en occupe. Ouais. Je vais dire un truc très simple. Si il y a la paix dans la famille, si les enfants respectent les parents et vice-versa, s'il y a la paix dans la famille, il y a la paix dans le village, il y a la paix dans le pays, il y a la paix dans le monde. C'est très très global, mais je pense ça. On continue donc, Raffarin. La bonne gouvernance. Je ne sais pas où il va. Le sait-il lui-même? Ouais. Quelle stratégie économique? Que propose-t-il au pays comme horizon? Sur quel levier? Pour la création d'emplois? Pour le développement harmonieux du pays? J'ai été peut-être inattentif, mais je ne sais pas où nous allons, je ne sais même pas où il va. Et par ailleurs, disons, puisque vous voulez absolument qu'on parle politique, moi je considère qu'il mène une politique de classe, une politique qui est favorable aux puissants, aux privilégiés, et ce qui est appelé France d'en bas, pour employer cette expression, il n'est pas dans ses préoccupations quotidiennes. Alors, M. Ayagon qui demande au service public d'être lui-même et qui voulait pour cela augmenter la redevance, c'est bien ça, non? La télévision publique et la radio publique française manquent de ressources. Et quand vous comparez avec la télévision et la radio publique allemande, britannique ou scandinave, la télévision et la radio publique française ont 2 fois moins de moyens pour exister, pour fonctionner. Pour avoir moins de pubs, surtout. Mais non, pour qu'il y ait moins de pubs, oui. Pour qu'il y ait plus de place accordée. L'argent, il y en a, mais il vient de la pub à 50%. Pour qu'il y ait beaucoup plus de place accordée à des heures de bonne écoute, à la science, à l'éducation, à la culture, aux arts, à beaucoup de sujets. Et je crois que sur ce plan-là, M. Ayagon a posé une juste question, et malheureusement, son Premier ministre lui a répondu « niet ». Alors encore un truc, là, c'est une phrase de votre livre, Laurent le Magnifique, chez Perrin, donc, qui a été relevée par le Canard enchaîné. Vous écrivez « Laurent devient un héros intemporel en raison de son intelligence politique et de sa capacité hors du commun d'illusionner les uns et les autres sur ses défauts comme sur ses qualités ». Il sous-entend dans le Canard que ça s'appliquerait à vous. Ah, alors, je laisse le Canard et vous-même libre de le penser. Bonne nouvelle pour vous, Jack Lang, cette semaine dans Paris Match, un sondage BVA Paris Match vous donne personnalité numéro 1 de la gauche. 52% des sondés vous font confiance pour l'avenir. Vous serez peut-être président? Vivons l'instant présent. Carpe diem.